Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. D'abord, la SED s'impose en tête sur l'ensemble du territoire oriental, persécutant systématiquement ses ennemis politiques pour s'assurer la victoire. Et puis voilà que la notion d'antifascisme est brandie sans aucun scrupule contre tous ceux osant s'opposer aux directives de la SMAD. Certains détracteurs, véritables épines dans le pied de Moscou, sont même envoyés dans les quelques camps d'internement dispersés en Allemagne de l'Est, aux côtés des nationaux-socialistes et des militaristes. La toute-puissance de la SMAD est telle que même lorsque la SED reçoit des résultats décevants aux élections d'automne 1946, les responsables du parti se retrouvent en dépit des votes propulsés aux principaux postes de direction du système politique. Bref, adieu la démocratie. L'éducation et la culture vont suivre le même chemin. Si une certaine liberté est quand même à évoquer, notamment dans le monde des arts qui se développe dans les 4 zones d'occupation après la guerre, il faut quand même relever la propagande subtile dont le régime soviétique fait usage. Le monde culturel est ainsi petit à petit utilisé sur le peuple allemand de l'Est comme un outil, là encore, de soviétisation. Il en va de même dans le milieu éducatif. Une école unique est instaurée visant à développer des principes d'égalité et d'uniformité entre les élèves, mettant à mal les distinctions de classe dans la société. Dans l'enseignement secondaire, les institutions allemandes sont même directement sous le joug des cadres de Moscou, c'est-à-dire des administrateurs allemands du Parti communiste, en lien étroit avec l'Union soviétique. Alors, attention, loin de moi ici l'idée d'associer de telles mesures à quelque chose de bien ou de mal. Encore une fois, je ne prends pas parti, c'est pas le sujet. Là, il s'agit des faits. Même si le communisme stalinien a été une politique dictatoriale, l'idéologie socialiste du communisme soviétique n'est pas intrinsèquement mauvaise. Je ne vais pas revenir sur le sujet, ce serait trop long et ce serait peut-être l'occasion d'un débat avec des historiens, avec des spécialistes. Évidemment, certaines de ces réformes peuvent même être considérées comme novatrices, vertueuses. Là n'est pas le sujet, je n'entre pas là-dedans. Ce que je vous décris ici, c'est encore une fois pas un jugement de valeur sur les mesures prises par le gouvernement est-allemand, mais simplement une description de la soviétisation du territoire dans tout ce que ça peut représenter. Revenons à nos moutons. Économiquement aussi, l'Union soviétique fait ses marques en Allemagne et elle suit un plan, sans jeu de mots, les marques, qui lui est propre. En 1945, les 4 occupants ont élaboré un plan commun pour gérer les réparations nécessaires dans l'ensemble du pays. Ils s'étaient entendus pour s'échanger des matériaux entre eux, accélérer la reconstruction économique du territoire tout en se partageant les ressources. Les zones occidentales vont ainsi livrer du charbon et des produits industriels à l'Est en échange de produits agricoles récoltés du côté soviétique, notamment depuis l'Ukraine. Très vite pourtant, l'accord se dissout. Moscou ne respecte évidemment pas ses quotas, omet de livrer les produits alimentaires qui étaient promis aux Occidentaux. Du coup, en représailles, on a l'impression d'être dans une cour de récré. Les occupants de l'Ouest cessent à leur tour leur livraison, mettant un terme quasi définitif à l'entente des 2 camps dès le début de l'année 1946. Quelques mois plus tard, les Anglais et les Américains forment donc la bizone dont je parlais tout à l'heure, et donc la trizone avec les Français, entérinant la division de l'Allemagne en 2 zones économiques totalement distinctes. À partir de là, les dés sont jetés. Si les Alliés avaient commencé par monter à bord du même train au sortir de la guerre, les wagons occidentaux, si j'ose dire, et soviétiques sont maintenant lancés à toute allure, mais dans des directions complètement opposées. Du côté est-allemand, les mesures communistes déjà mises en place en URSS sont instaurées les unes après les autres. Expropriation des grands domaines agricoles, collectivisation des terres et planification économique. Le mot d'ordre, c'est la socialisation, passant par la mise en commun du capital. À l'inverse, suivant ce qui s'apparente à un esprit de contradiction, on va dire, les zones occidentales optent, elles, pour les mesures les plus libérales possibles. C'est tout l'opposé. Les Britanniques ont d'abord envisagé de mettre en place une réforme agraire similaire à la zone soviétique. Ils étaient même favorables d'ailleurs à une nationalisation des entreprises. Il faut admettre que dans un objectif de décartélisation et de démocratisation, nationaliser les entreprises, c'est une mesure qui peut paraître efficace. Sauf que non.
l'idée est rejetée par les Américains, qui vont s'opposer de façon un peu têtue, fermement, à tout ce qui peut de près ou de loin correspondre aux idéaux socialistes des soviétiques. À l'Ouest, le mot d'ordre, c'est celui de liberté, qui est poussé à l'extrême à tous les niveaux de la société. Ça correspond en premier lieu à une certaine indépendance politique des Allemands occidentaux, autorisés à former des partis politiques, des syndicats, élire leurs représentants au niveau municipal, régional, zonal même. Autre facteur de liberté, le monde des arts, là encore, alors que la vie matérielle, je vous le disais tout à l'heure, va mettre du temps à sortir de la précarité, la vie culturelle et intellectuelle allemande connaît un épanouissement immédiat après la guerre. Ça refleurit immédiatement. Les occupants, qui voilà la solution parfaite à la rééducation du pays et au bien-être moral des habitants, encouragent évidemment les débats d'idées, les émulsions artistiques de la population. C'est une vision spectaculaire. Au détour d'une rue, vous avez les ruines d'anciens bâtiments qui servent de galeries d'exposition à des tableaux. Plus loin, vous avez des salles délabrées qui accueillent des pièces de théâtre improvisées. Devant les quelques cinémas qui sont encore debout, des dizaines d'Allemands font joyeusement la queue, attendant l'heure de projection. Alors que le parti nazi avait enfermé l'Allemagne un peu sur elle-même, censuré évidemment les œuvres étrangères pendant 12 ans, le pays découvre du coup tout ce qui lui a été refusé pendant la guerre. Aux côtés du jazz, de l'art abstrait, des films américains, vous avez les œuvres juives qui trouvent elles aussi enfin leur public. Après 1947, les politiques de censure, d'abord mises en place par les Alliés dans un souci, encore une fois, de dénazification, mais de culpabilisation du peuple allemand, tout ça va se relâcher. L'art intervient dès lors sur l'ensemble du territoire, encore une fois, comme un vecteur de retour à la normalité. C'est le symbole évident d'un renouveau, où le divertissement reprend sa place, une place de maître dans le quotidien de la population, malgré là encore l'extrême précarité à laquelle elle doit faire face. Et si cette résurgence de la vie culturelle se fait de manière plus ou moins homogène dans l'ensemble des 4 zones, c'est à l'ouest, encore une fois, que la scène littéraire se développe le plus intimement, notamment autour de débats politiques et idéologiques sur les idées de renouveau ou de restauration. Bref, même sous occupation, les intellectuels et les artistes allemands débattent, créent, interviennent librement, donnent leurs avis sur les conditions de vie, sur les mesures prises par les Alliés, et le peuple divisé continue d'alimenter quand même son identité nationale à travers ses œuvres, ses écrits, mais surtout à travers l'espoir commun de quoi ? D'une réunification prochaine. Et pourtant, partout autour d'eux, la bataille fait rage. Vous savez aussi bien que moi, le conflit idéologique opposant les deux grands est profond. Il dépasse de loin les seules frontières du territoire allemand et il se répand dans toute l'Europe. Sur le continent, les partis communistes gagnent progressivement en influence sur les scènes politiques nationales de Hongrie, Roumanie, France, Italie. En Grèce, l'opposition des deux blocs va provoquer une guerre civile violente entre les communistes de Tito et les libéraux soutenus par les Anglais. Dans ce contexte mondial où les soviétiques comme les Américains tentent par tous les moyens de gagner de plus en plus de terrain, Harry Truman prend une décision aussi surprenante que notable. On est le 12 mars 1947 et le président américain présente au Congrès sa doctrine du containment. Alors c'est quoi ? On va d'abord rappeler que ça fait plusieurs années que les États-Unis refusent d'intervenir sur la scène internationale dans une logique un peu d'isolationnisme pour laquelle Roosevelt s'est démené. Mais la situation, vous l'avez compris, a changé. Le communisme effraie Truman et donc il concocte un plan pour le stopper. L'idée est donc de fournir une aide financière et militaire à tous les pays qui sont menacés par l'extension soviétique pour arrêter net l'avancée. En tout, ce sont 400 millions de dollars qui sont accordés à la Grèce et à la Turquie pour essayer de contrer l'influence de l'URSS sur ces territoires. Mais ce que la politique du containment met en lumière, c'est surtout le ralentissement alarmant de l'activité économique de l'Europe. Le continent détruit a du mal en fait à se remettre sur pied et il peine à organiser des échanges commerciaux qui restent viables avec l'ensemble du monde. Et cette situation, évidemment, ne rassure pas la scène internationale et la dépréciation des devises européennes, tout ça est très, très, très inquiétant. C'est alors que les États-Unis voient donc là une occasion en or de renforcer leur influence outre-mer tout en diminuant celle du camp soviétique. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé du principe des vases communicants ou de la nature qui est hors du vide.
Évidemment, quand il y a quelqu'un qui s'en va, il faut qu'il y ait un autre qui prenne la place. Pour eux, pas de doute, c'est la famine et la misère qui favorisent l'avancée communiste sur le continent. Et c'est comme ça que le 5 juin 1947, le général Marshall propose une assistance économique et financière aux pays européens. J'ai nommé le plan Marshall, vous aviez trouvé, aussi appelé l'Economic Recovery Program. Le principe est simple, les nations adhérant au programme sont accueillies au sein d'un réseau économique d'envergure, facilitant leur reconstruction aussi bien matérielle que financière. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.